Bonjour, cela fait plusieurs vidéos à la fin desquelles je vous annonce que la prochaine traitera des intérêts spécifiques des personnes avec autisme. Eh bien, ce n'est toujours pas pour aujourd'hui, puisque en y réfléchissant, je me suis aperçu qu'il pouvait être intéressant d'aborder auparavant un autre thème, rarement traité d'ailleurs dans les articles et vidéos, et qui est la tendance que peuvent avoir les personnes avec autisme à avoir des approches systématiques dans leur façon de faire les choses ou d'organiser leur existence. Alors on va parler de ça aujourd'hui, on va voir en quoi consistent ces approches systématiques, quelle est peut-être leur origine. On va donner quelques exemples personnels pour mieux comprendre de quoi on parle. On verra si cela peut présenter des problèmes dans un certain nombre de circonstances. On verra éventuellement quelles stratégies on peut mettre en place pour essayer de s'en affranchir. Et puis évidemment, on finira par dire que tout cela peut aussi et surtout présenter des atouts pour les personnes concernées. Je m'appelle toujours Fabrice, je suis toujours avec autisme dit Asperger et je vous souhaite la bienvenue dans ce 19e épisode de la chaîne. Alors ce que j'appelle les approches systématiques, ce sont ces tendances que peuvent avoir les personnes avec autisme à faire les choses de façon extrêmement ordonnée, méthodique, en s'attachant à un plan prédéfini, voire parfois de façon quasiment doctrinaire, et tout ça en vue d'atteindre une sorte d'exhaustivité mécanique des choses. Et là, on rejoint la notion de complétude et d'exactitude dont on parlait dans la vidéo numéro 17. C'est-à-dire que cette tendance aux approches systématiques, c'est à la fois une expression extrêmement poussée du besoin de complétude, mais c'est aussi un moyen d'y parvenir. Alors, on rejoint là-dedans d'autres notions que sont par exemple les besoins de routine ou les besoins d'un environnement en ordre, ordonné, que peuvent avoir les personnes avec autisme, même si ces notions sont un petit peu différentes. Mais ça les rejoint parce que finalement, tout cela a probablement la même origine, c'est-à-dire le fonctionnement particulier du cerveau avec autisme. On a évoqué ce cerveau dans la vidéo numéro 4, et en fait, ce cerveau, il a une façon particulière de traiter l'information, c'est-à-dire une façon très séquentielle et ordonnée. Et donc, quand on va traiter cette information de façon si séquentielle et ordonnée, eh bien, on va atterrir à des tendances que sont justement le systématisme, les besoins de routine ou les besoins d'ordre dans l'environnement dans lequel on évolue. Alors, quelles sont les situations dans lesquelles tout cela peut se manifester? Elles sont très nombreuses, potentiellement dans toutes les situations de la vie quotidienne. Je vais donner quelques exemples personnels pour illustrer un petit peu le propos. Premier exemple, il se trouve que je suis un lecteur relativement assidu, je lis beaucoup de romans, de littérature, et à une époque, je suis tombé sur un roman d'Émile Zola, c'était L'Assommoir, et en regardant un petit peu les informations sur son roman, je me suis aperçu qu'en fait il était un volume, le 7e volume exactement, d'une série de 20 romans, qu'on appelle les Rougon-Macquart, et donc je me suis dit, bah non, je vais pas commencer par le 7e, sachant que tous ces romans sont parfaitement lisibles, indépendamment les uns des autres. Ils constituent chacun une histoire complètement indépendante potentiellement des autres. On n'a pas besoin de lire ni l'avant ni l'après pour pouvoir aborder chacun de ces romans. Eh bien, je me suis dit, eh bien, non, tu vas commencer par le premier et tu vas lire les 20 dans l'ordre de leur parution. Et c'est ce que j'ai fait. Et donc 20 volumes fois, on va dire 500 pages en moyenne chacun, ça fait 10 000 pages, ça m'a pris 2 ans pour le faire, mais je les ai tous lus de 1 à 20 dans l'ordre chronologique de leur publication. Après, j'ai attaqué tout Camus, puis tout Malraux, puis tout Hemingway, puis j'ai commencé Faulkner, et là je me suis dit stop, tu vas t'y prendre autrement, et donc j'ai mis en place une stratégie pour m'affranchir de cette approche systématique, stratégie dont je vous parlerai un peu plus loin dans la vidéo. Une autre circonstance dans laquelle ça peut se manifester, c'est la façon que peuvent avoir éventuellement les personnes avec autisme d'organiser ou de planifier leurs vacances sur des années, par exemple. À une époque, typiquement, je faisais pas mal de randonnées, notamment en Corse, et donc on met les choses en coupe réglée, par exemple, et puis on se dit, bah, voilà, cette année on va faire cette randonnée-là, et puis l'année d'après on fera celle-là, et puis l'année d'après on fera celle-là, etc., etc. Et donc les personnes avec autisme peuvent avoir tendance, quand elles s'attachent à une région, un pays, à planifier sur plusieurs années à l'avance leur séjour, de façon à
aborder cette région, ce pays, de façon extrêmement méthodique, systématique, pour être sûr d'avoir tout fait bien et de n'avoir rien raté, entre guillemets. C'est pareil si vous visitez une ville. Les personnes avec autisme, quand elles visitent une ville, peuvent avoir tendance à mettre la ville en coupe réglée et se dire, bah, premier jour tel quartier, deuxième jour tel quartier, troisième jour tel quartier, etc., 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 etc. Une autre manifestation complètement différente, par exemple, depuis que je vis dans cette maison, donc il y a plus de 15 ans maintenant, j'ai pris l'habitude de noter dans des tableaux Excel, donc un tableau par année, l'ensemble de mes dépenses et de mes rentrées d'argent. Mais absolument tout, jusqu'à la baguette de pain. Alors vous allez me dire, tout le monde tient un budget, suit son budget, etc. C'est très différent. Là, en l'occurrence, je note tout, mais je n'en fais rien. C'est-à-dire que je n'établis pas de budget, je ne suis pas de budget, je suis incapable de vous dire quelle est la balance entre dépenses et rentrées d'argent. Ça répond à un besoin, tout noter répond à un besoin, mais n'a strictement aucune finalité, aucun objectif. Entre guillemets, c'est parfaitement inutile. J'ai pris l'habitude également, tous les mois, de noter, de relever les compteurs d'eau, d'électricité, de gaz, et puis de tout noter dans un tableau et de faire une espèce de suivi méthodique de l'évolution des choses, année après année, avec une fenêtre glissante de 12 mois, des moyennes, des statistiques, etc. etc. D'une manière générale, les personnes avec autisme peuvent avoir une tendance à récolter comme ça des informations de façon très systématique et en faire des traitements analytiques, statistiques, de façon à voir comment les choses évoluent, détecter des anomalies, faire des comparaisons, etc. etc., etc. Alors vous allez me dire, oui, mais moi aussi je suis méthodique, moi aussi j'aime bien l'ordre et je ne suis pas autiste pour autant. Oui, c'est vrai. Là encore, comme pour tous les autres traits autistiques, le sujet n'est pas que ce soit le fait d'être méthodique ou ordonné qui soit une caractéristique de l'autisme. Ce qui est important, c'est la valeur, l'importance que cela prend pour la personne avec autisme. C'est-à-dire que pour la personne avec autisme, ça va contribuer très fortement à son équilibre émotionnel. Et donc, si elle s'écarte de cette façon de faire, si elle s'écarte de tout cela, elle va se trouver en déséquilibre, en situation de très grands inconforts, voire je ne vais pas dire de détresse, mais presque dans certains cas, et potentiellement d'angoisse, de stress émotionnel, parce qu'elle s'est écartée de ce qu'elle s'était donné pour objectif de faire. Alors, quel problème ça peut représenter ? Il y a plusieurs situations dans lesquelles ça peut être problématique. Par exemple, les situations dans lesquelles on va être face à quelque chose, entre guillemets, à l'échelle humaine d'infini. C'est-à-dire que avoir une approche systématique de quelque chose qui est, entre guillemets, infini, on voit bien que ça va vite nous entraîner dans une impasse, dans quelque chose dans lequel on va se perdre, se noyer, puisque par définition, il n'y a pas de fin, il n'y a pas de fin à l'infini. On peut le traiter de façon la plus systématique possible, on n'arrivera jamais à tout traiter, on n'arrivera jamais au but. Et là, par exemple, on va parler de toutes les offres qui sont extrêmement courantes aujourd'hui, d'offres illimitées dans le monde musical, dans le monde des vidéos, des films, des séries. Là, on est face à quelque chose qui est de l'ordre de l'infini, à l'échelle humaine, et qui donc, pour les personnes autistes, peut représenter des pièges. D'autant plus que ces services-là sont conçus pour à la fois faciliter les approches systématiques, avec créer de l'addiction, et donc elles vont faciliter ces approches systématiques, elles vont même y encourager. Et quand vous êtes une personne avec autisme qui naturellement va avoir tendance à aborder les choses de façon systématique, se retrouver face à des offres comme ça qui tendent à l'infini, ça peut être extrêmement piégeux, il va falloir faire très attention. Autre situation où ça peut être problématique, c'est quand ces approches systématiques vont nous enfermer, c'est-à-dire nous mettre sur des rails et nous empêcher en fait de nous ouvrir à un environnement plus large, des connaissances plus larges. Si je prends l'exemple de la littérature dont je parlais précédemment, eh bien, quand on y réfléchit, passer 2 ans à lire les Rougon-Macquart de Zola, 2 ans à ne lire que Zola, finalement, c'est pas très satisfaisant, parce qu'en 2 ans, on peut aussi lire beaucoup d'autres choses, et cette diversité auquel on pourrait avoir accès serait beaucoup plus enrichissante que de lire un seul auteur, de se focaliser sur un seul auteur, du 1er au 20e volume. D'une manière générale, les situations qui vont poser problème, on va avoir des problèmes quand
on va ne pas avoir conscience de ce phénomène-là, quand on va pas être capable de prendre du recul par rapport à lui, et donc d'élaborer des stratégies qui nous permettent de nous affranchir un petit peu. Parce que en fait, ça va nous empêcher de lâcher prise et ça va amener la personne avec autisme à s'enferrer dans quelque chose qui est finalement restreint, etc. Et donc, c'est là où on touchera la notion des intérêts spécifiques. Alors oui, c'est important d'essayer de s'en affranchir, notamment quand on va tomber dans ces situations qui peuvent poser problème. Et là, il va falloir trouver des stratégies pour essayer de s'en sortir. Il y a plusieurs stratégies possibles. La première, par exemple, c'est d'éviter les situations qui vont, entre guillemets, nous pousser vers ce systématisme. Donc par exemple, je parlais tout à l'heure des offres de musique ou de vidéo avec des séries, des films. Bon ben là, il faut éviter, mais au moins avoir conscience du piège que ça peut représenter et donc être capable de les utiliser avec discernement et ne pas tomber dans le systématisme face à quelque chose qui est, entre guillemets, infini. Deuxième stratégie qu'on peut adopter, ça va être d'appliquer une approche méthodologique, mais un petit peu en amont, un petit peu à côté du cœur du sujet, de façon à utiliser une méthode qui va, entre guillemets, casser la méthode systématique. Par exemple, si je prends l'exemple de la littérature, ben moi j'ai pris l'habitude, donc quand j'ai attaqué Faulkner, j'ai dit stop, on va faire autrement. Tu vas arrêter de lire les auteurs les uns après les autres de façon exhaustive et chronologique. Et donc maintenant, je me procure mes livres, ce qui se présente dans les brocantes ou dans les trocs par exemple. Donc ce n'est plus moi qui choisis les livres, ce sont les livres qui viennent à moi. Donc il y a un premier niveau d'aléa, de hasard dans les livres que je vais aborder. Donc je me procure ces livres, ça me fait un stock de livres. Et puis ensuite, cette liste de livres, je la mets dans un tableau. Et à chaque fois que j'ai fini un livre, je demande au tableau de me choisir au hasard dans la liste ma prochaine lecture, ce qui est un deuxième niveau de hasard. Et donc, en faisant ça, en fait, j'applique toujours une méthode, mais cette méthode, elle est très restreinte et elle permet juste de casser la méthode systématique que j'avais mise en place auparavant. Donc une méthode qui à la fois répond à un besoin de la personne avec autisme, mais qui casse la méthode qui, elle, va être envahissante si on s'y adonne. Troisième façon de faire, par exemple pour les voyages dont on parlait tout à l'heure, bien moi aujourd'hui quand j'organise un voyage, je n'organise que mon mode de transport, mon hébergement sur place, et puis je ne planifie absolument pas à l'avance ce que je vais faire sur place. De cette façon, je me laisse beaucoup de liberté, parce qu'une personne avec autisme, quand elle fait un plan, elle va avoir une furieuse tendance à vouloir souvent s'y tenir, et si elle ne parvient pas à s'y tenir, elle va ressentir une grande frustration, une grande insatisfaction, et entre guillemets, ça peut quand même gâcher pas mal de choses. Donc aujourd'hui, je ne planifie rien à l'avance quand je voyage ou que je veux visiter une ville par exemple, et ce n'est qu'une fois sur place que je commence à m'intéresser, et que ce n'est qu'une fois sur place que, en fonction de mon envie, en fonction de mon humeur, en fonction des circonstances, de la météo, etc., je choisis ce que je vais faire, etc. Et donc là, je ne colle à aucun plan. Et donc, il n'y a aucune mesure par rapport à je respecte le plan ou je m'en écarte, etc., etc., etc. Et donc, on fait rebaisser quand même beaucoup d'occasions potentielles de frustration ou d'insatisfaction. Alors, quand on met en place ces stratégies, des fois ça marche, des fois ça ne marche pas. Il faut pas forcément insister, des fois on a vraiment besoin de faire quelque chose pour son équilibre, même si ça n'a pas de sens, comme je le disais tout à l'heure pour mes comptes. Mais là, en l'occurrence, quand je fais le compte de mes dépenses ou mes rentrées d'argent, bon, bah, ça me prend une demi-heure ou 40 minutes par semaine, c'est pas finalement grave, donc je peux vivre avec. Puis il y a d'autres choses qui sont plus envahissantes, dans lesquelles, effectivement, ça peut être intéressant quand même de chercher des stratégies qui permettent de se libérer, de se donner des marges de manœuvre, de se redonner de la liberté par rapport à des modes de fonctionnement naturels qui peuvent être très limitants, emprisonnants. Alors, tout ça peut présenter des atouts, parce qu'on parle toujours des pièges ou des problèmes qui sont posés, mais ça peut aussi présenter des atouts. Il y a énormément de métiers, de rôles, de fonctions, d'activités dans lesquelles avoir une approche systématique va être un atout considérable et dans lesquelles les personnes avec autisme vont être beaucoup plus performantes que des personnes dites neurotypiques. Donc là encore, ce n'est qu'une question de perspective. On peut aussi et on doit
voir les choses de façon positive, se dire que ça, ce n'est pas nécessairement un problème, c'est un problème si on l'applique à des domaines pour lesquels ce n'est pas forcément adapté. Mais par contre, si on se laisse aller entre guillemets à ces penchants-là naturels, si on laisse notre cerveau, si on met notre cerveau en œuvre sur des domaines de compétences, d'activités dans lesquels ça va devenir une force, alors là, non seulement la personne avec autisme va être extrêmement épanouie dans ce qu'elle fait, mais comme je disais, elle va être beaucoup plus performante que des personnes dites neurotypiques. Et donc c'est sous cet angle-là qu'il faut voir les choses, et c'est comme ça en fait qu'il faut analyser son propre autisme en tant que force par rapport à un certain nombre de sujets. J'espère que cette vidéo vous aura à nouveau permis de mieux comprendre la façon de fonctionner et de vivre des personnes avec autisme. Je vous remercie de l'avoir suivi jusqu'au bout, et je vous dis à bientôt pour le prochain qui sera le 20e épisode de la chaîne. Merci encore à vous de me suivre, et à bientôt.